Bonsoir à tous. Merci à tous ceux qui ont follow. Merci beaucoup. Merci pour les dons. Vraiment, merci beaucoup. Ce soir, nous allons reprendre la lecture Creuse la mort. Chapitre 23. Je claque la porte derrière moi, m'empresse de tourner le verrou et me laisse tomber. Le dos contre le battant. Jamais une course ne m'a mis dans un tel état. Mon cœur bat à m'en briser les côtes et je peine à reprendre mon souffle. D'où provenaient ces cris? Était-ce uniquement l'écho des gémissements de l'homme? J'essaie de m'en convaincre, imaginant la souffrance qu'il doit encore ressentir s'il n'est pas déjà mort, vidé de son sang. Coucou. Pourtant, je réalise subitement qu'il n'a pas émis le moindre signe de douleur quand son bras lui a été arraché. Il s'est contenté de déguerpir sans me laisser le temps de le voir clairement. Chérie, crie René qui arrive en courant. Maman, gémit une petite voix au bout du couloir. Reste dans ta chambre, Emma. Éloigne-toi de la fenêtre, lui ordonne sa mère. Elle se jette à mes côtés, folle d'inquiétude. Qu'est-ce qui s'est passé? On aurait dit des coups de feu. Ils t'ont tiré dessus. T'es blessé. S'exclame-t-elle en me tâtant le corps à la recherche de la moindre égratignure. J'ai rien. Qu'est-ce qui s'est passé? Insiste-t-elle. Appelle ton frère. Dis-lui de venir au plus vite. Sans protester, consciente du danger, elle se redresse et file se saisir du combiné. J'hésite à la retenir, à lui demander si elle a, elle aussi, entendu les cris. Mais ma peur d'une réponse négative me retient. Bonjour, bonsoir. Je sais ce que j'ai entendu. Alors que je me réjouis, que je rejoue la scène dans ma tête, le faisceau de lumière sur ma cible, le tir, sa fuite et les cris monstrueux. René vient me tirer de mes pensées. Il a dit qu'il est arrivé.
s'éloignant. Elle esquisse quelques pas dans le couloir et se retourne. Faudrait que tu m'expliques ce que tu faisais dehors, lâche-t-elle sur un ton péremptoire, sans me laisser le temps de préparer la moindre réponse. Elle me tourne le dos et entre dans la chambre d'Emma. Je replonge aussitôt dans mes pensées, ajoutant à la liste de mes problèmes la crainte d'une confrontation avec René. Comme si ce qui venait de se passer ne suffisait pas. J'avais tout prévu jusqu'au moment où je presserai ma gâchette. Mais pas au-delà. J'avais imaginé sortir en héros de cette histoire et réalise à peine à quel point la situation est délicate. La police pourrait-elle m'arrêter pour avoir tiré sur l'inconnu? Malgré tout, la simple idée de le savoir mortellement blessé me réconforte. Tout n'aura pas été vain. Un instant, l'idée de cacher l'arme me traverse l'esprit. Je l'écarte rapidement. Comment pourrais-je expliquer le bras sectionné? Tous les mensonges qui me traversent l'esprit ne me paraissent pas valoir cette prise de risque. Il est temps d'assumer mes responsabilités, d'être fier d'avoir enfin fait quelque chose. Les voix étouffées de René et d'Emma qui discutent dans la chambre de la petite parviennent jusqu'à moi. Je me redresse, me rendant
Ça doit être Eric, s'exclame René en se levant. Reste là, chérie, on revient. Elle quitte la pièce avec précipitation. Merci mon cœur, je dis à Emma, qui me regarde sans saisir la raison de ses remerciements. D'un pas rapide, je rattrape René qui se tient derrière la porte. Le poing d'Eric n'a pas le temps d'atteindre le battant qu'elle ouvre. Attirant son frère vers l'intérieur, elle referme aussitôt et pousse le verrou. Qu'est-ce qui s'est passé? Commence immédiatement mon beau-frère. Son accoutrement trahit la précipitation avec laquelle il nous a rejoints. Cela aurait peut-être été drôle dans une autre situation. Ni René, ni moi, n'y attachons la moindre importance. Dis-lui, Fred, me demande René, que l'émotion gagne déjà. Maintenant, je n'ai plus le choix. Je dois y retourner, au risque d'affronter la chose responsable des hurlements. Ce n'est qu'un homme blessé, après tout. À deux, on ne craint rien. Suis-moi, je lui dis en indiquant la porte. Dehors. Ouais. Attendez, je veux venir, intervient René, la seule à ne pas être mitouflée dans une veste épaisse. Reste au chaud, chérie, c'est mieux, je lui suggère. Non, rétorque-t-elle, impassible, avant de filer dans notre chambre pour se changer. Ils sont revenus, me demande Eric, lorsque nous sommes seuls dans l'entrée. Il y avait un type. Putain, t'es quand même pas sorti. Je peux pas les laisser continuer. Tu te rends compte que c'est dangereux. Il était sûrement armé. Je sais, mais je crois pas qu'il reviendra. Il va m'interroger sur ce que je viens de dire quand René revient. Sans un mot, j'ouvre la porte et plonge pour la deuxième fois de la nuit dans le froid accablant. René et Eric m'emboîtent le pas. Les éclairages extérieurs nous ouvrent le chemin. C'est par là, venez, là où ils ont creusé les dernières fois. Ils creusaient, me questionne Eric. À ton avis? René, que la situation ne rassure guère, se saisit du bras de son frère, auquel elle se cramponne. T'inquiète pas, Sorette. À quelques mètres du lieu de l'affrontement, je me rends compte que je ne sais toujours pas comment je vais bien pouvoir leur expliquer ce qui s'est passé. Voir le bras devrait leur en donner une bonne idée. Nous quittons les zones les mieux éclairées du jardin. J'allume ma lampe torche. Rapidement, la lumière accroche le rebord de la fosse que l'inconnu avait commencé à creuser. C'est là. Je m'approche de l'endroit
Et si tout n'était qu'un horrible cauchemar? J'ai envie de hurler, de me saisir la tête et de la secouer. Quand Eric exhibe une preuve que je n'ai pas tout rêvé. Putain, c'est quoi ça? Demande-t-il, mon fusil à la main. Il se baisse et ramasse les 2 cartouches à ses pieds. Il t'a tiré dessus. Pas lui. Moi, je l'ai eu. Il devrait être là. Je m'exclame à bout, incapable de mentir. C'est ton arme, me demande René, livide. Une violente douleur me saisit soudain la joue. Finalement, rien ne s'est passé comme prévu. Et pourtant, les choses auraient pu être bien pires, selon Eric. S'il n'était pas venu seul et que d'autres policiers avaient découvert mon fusil et m'avaient entendu prétendre avoir tiré sur quelqu'un, j'aurais pu avoir de graves problèmes. Il a accepté de garder ça pour lui, me faisant bien comprendre que c'était la dernière fois qu'il me couvrait et qu'il le faisait avant tout pour René et Emma. En fait, je ne crois pas que tout cela aurait pu être pire. Qu'y a-t-il de plus horrible que de voir sa famille fuir? Nous fuir nous-mêmes? Rien. J'en ai l'infinie conviction alors que je regarde René mettre la valise d'Emma dans le coffre de sa voiture. Elle ne m'a pas adressé un seul mot depuis la violente gifle qu'elle m'a donnée dans le jardin en apprenant que j'avais caché une arme chez nous. Mais au fond de moi, je sais que ce n'est pas la principale raison de son départ. Elle a peur de moi. Eric avait raison. Comment pourrait-elle ne pas être effrayée après ce qui s'est passé cette nuit? Je ne peux m'empêcher de la comprendre. Et pourtant, les larmes coulent sur mes joues lorsque René interdit formellement à Emma de me parler et emmène la petite jusqu'à la voiture. Je sais déjà où elles vont, chez mes beaux-parents, à une petite centaine de kilomètres, là où j'avais demandé à René d'aller se réfugier avec Emma. Aujourd'hui, je n'arrive pas à m'en réjouir. Les voir me fuir de la sorte me déchire le cœur, et je ne peux rien y faire. Debout sur la terrasse, je regarde impuissant René attacher la ceinture d'Emma, claquer la portière et prendre place côté conducteur. Elle ne m'adresse pas le moindre regard. La voiture prend vie, le moteur pétarde brièvement et le véhicule s'éloigne. À travers la vitre arrière, je vois la petite main d'Emma qui me fait un signe. Je lui rends, désespéré. À bientôt, mes heures. Je n'ai pas le temps de terminer ma phrase que l'horrible sensation d'avoir l'estomac comprimé par une poignée d'acier me saisit à nouveau. La douleur est telle que je manque de m'évanouir. Mes jambes fléchissent sous mon poids. Je me rattrape maladroitement à la rambarde. Puis, le goût de terre m'envahit la bouche. Je hurle, mais mon cri est aussitôt étouffé par une masse épaisse qui éclabousse le carrelage. Et si en vomissant tripes et boyaux,
de me jeter dans ma voiture et de les rattraper. Mais je sais que cela ne servirait à rien, seulement à convaincre davantage René de ma folie. Oui. Alors je reste là, de longues minutes, immobile. Les couleurs chaudes de l'aube se dissipent peu à peu, et le ciel revêt bientôt sa robe d'un bleu immaculé. Comme moi, plus rien ne bouge. Lorsque je me redresse enfin, après ce qui m'a semblé être une éternité, je suis gelé jusqu'aux os. Je me précipite dans la maison et me colle au radiateur le plus proche. La chaleur me réconforte. Je ferme les yeux, savourant sa remontée lente et agréable le long de ma colonne. Quand elle se love entre mes omoplates, je réprime un frisson. Je retrouve peu à peu des sensations dans mes doigts frigorifiés. Malheureusement, ce bref moment de répit prend fin lorsque je réalise que le départ de ma femme n'est qu'une mise en bouche pour ce qui s'annonce comme une journée aussi accablante que déprimante. Un lundi encore pire que les autres. La fin de mon arrêt maladie. Comment pourrais-je retourner travailler dans mon état? Je ne m'imagine pas une seule seconde à l'agence. Au fond, qu'est-ce qui m'empêcherait de rester chez moi? Cependant, l'idée de rester seule ici me ronge déjà. Après tout, peut-être serais-je capable d'oublier tout cela en reprenant le cours normal de ma vie. Je dois bien pouvoir le faire, supporter quelques clients et aider même certains. Salut, bonsoir Gestionnaire. Éviter Pierrick et rentrer dans une maison vide et silencieuse. Je soupire dépité et regagne la chambre. Les tiroirs de la commode, tout comme le placard, sont grands ouverts. Ce n'est pas le travail d'un quelconque cambrioleur, mais le forfait d'une femme terrifiée par son mari. René a, semble-t-il, emporté une grande partie de sa garde-robe. Comme moi, mes vêtements se retrouvent seuls et abandonnés. Dans sa précipitation, René a laissé tomber plusieurs habits et sous-vêtements, vestiges du passage d'une tornade pressée. Je les ramasse et les range, offrant une compagnie bien silencieuse à ma propre garde-robe. Poussé par la raison et par la peur de rester seule, je m'approche du placard et décroche un de mes nombreux costumes de son cintre. Plus que jamais, j'ai l'impression d'enfiler un déguisement, celui d'un clown prêt à aller débiter des âneries à la chaîne, à multiplier les pitreries pour convaincre son public. Pourtant, ce n'est pas dans les chaussures d'un joyeux Auguste que je me glisse aujourd'hui, mais dans celle d'un clown aussi blanc que triste.
Je suis sur le point de partir quand le miroir du couloir me renvoie ma négligence en plein visage. Une barbe de 3 jours, inégale et hirsute, défigure mes joues et mon menton, habituellement impeccablement entretenu. Je fixe mon reflet. L'homme qui se tient face à moi a un air maladif et un regard inquiétant. Je détourne les yeux et me précipite dans la salle de bain. Bien vite, les poils commencent à tapisser le fond du lavabo. Je me coupe à plusieurs reprises, mais continue à passer inlassablement sur mon visage la lame avide de lui rendre sa liberté. Quand j'en ai terminé, je ne me sens guère mieux, mais je me reconnais enfin. Je jette un œil à ma montre. Je vais être en retard. Je fonce. Lorsque je pose les pieds sur le trottoir devant la devanture de l'agence, l'impression que rien n'a finalement changé ces derniers jours me traverse brièvement. Elle se dissipe dès que les portes automatiques s'écartent. À l'intérieur, l'air est toujours chaud, toujours aussi chaud. Mais c'est la cohue. Je n'ai qu'une quinzaine de minutes de retard et déjà les clients sont présents en nombre. Que se passe-t-il? Dépassé, je reste dans l'encadrement de la porte jusqu'à ce que l'air froid s'invite dans la pièce et assaille les premiers impatients qui se tournent vers moi. L'un d'eux m'interpelle aussitôt, me demande de le rencontrer. Je l'ignore. Je me faufile à travers la foule, une grosse douzaine de personnes, et parviens enfin au guichet. J'avais anticipé avec crainte d'y retrouver Christine, dont la laine terreuse m'avait tant terrifiée. Heureusement, elle n'est pas là. À sa place, debout derrière le comptoir, c'est Corinne, une de mes collègues plus âgées, qui essaye de mettre de l'ordre. Si vous n'avez pas de rendez-vous, merci d'attendre de ce côté de la salle. Nos conseillers vont d'abord recevoir les personnes en ayant. Lorsqu'elle me remarque, son visage reste de marbre. Elle m'ouvre la petite porte menant au bureau. Je m'engage dans l'ouverture. Corinne repousse le battant sans attendre. Frédéric, ça fait plaisir de vous voir. Ça va être la folie aujourd'hui, dit-elle, son expression toujours figée. Qu'est-ce qui se passe? Je ne sais pas trop. Pierrick pense que c'est à cause de ces histoires de meurtre. Les gens ont peur. Je parie qu'ils veulent tous retirer de l'argent. C'est insensé. J'essaie d'assimiler ce qu'elle vient de me dire, d'évaluer l'ampleur de cette affaire que cette affaire est en train de prendre. Mais mon esprit se contente de repérer la seule phrase. Tu es pris au piège. Face à mon silence, Corinne fait une moue curieuse, puis ajoute: Vous avez entendu parler de ces crimes? Oui, à la télé. Je lui réponds, préférant passer sous silence l'entière vérité.
obligé de mettre tous ces gens dans la case des fous convaincus que le système bancaire va s'effondrer à la moindre occasion, avant de réaliser très vite que je suis bien mal placé pour le faire. Ma paranoïa s'est montrée bien plus terrifiante que la leur. Pourtant, dans mon cas, est-ce réellement de la paranoïa? Au moins, je ne suis plus le seul à réagir. Leurs agissements me semblent complètement inadaptés à la situation. Mais voir les choses bouger m'apporte un certain réconfort. J'espère seulement être capable de tenir toute la journée, de ne rien faire d'autre qu'écouter les lamentations successives et les peurs à contrôler. Lorsque je m'apprête à pénétrer dans mon bureau, une voix m'interpelle. Mes poils se hérissent. T'es à la bourre. Je me retourne. Pierre, il s'avance d'un pas rapide dans ma direction. J'espère que ça va pas être une nouvelle habitude, déjà que Christine nous a lâchés, dit-il. Vous savez où aller? Qu'est-ce que j'en sais, moi? Elle est partie jeudi soir, soi-disant malade comme toi. Depuis, rien. J'hésite à lui demander s'il n'a rien remarqué d'étrange chez elle, même si je sais d'avance qu'il ne s'intéresse qu'à ses courbes féminines. Ok, je lui réponds pour mettre fin à la conversation. J'avance d'un pas vers le bureau quand il me saisit par le bras et me fait un clin d'œil. Entre nous, elle doit être en train de se faire sauter la salle. Il commence à rire de sa propre blague lorsque mon poing lui fracasse le nez. Le coup est parti tout seul sans que je ne puisse rien y faire. C'est d'abord l'énervement qui l'emporte. Comment peut-il parler comme cela de quelqu'un d'autre, d'une personne qui souffre peut-être autant que moi, d'une personne qui gît peut-être au fond d'un trou? Et si c'était réellement ce que le sort lui avait préservé? Puis, c'est la joie qui fait brusquement éruption lorsque je vois mon patron reculer en tenant son nez ensanglanté. Quel magnifique tableau! Le fantasme de l'employé du XXIe siècle. Je m'attends à ce qu'il se jette sur moi et se contente de s'éloigner en gémissant. L'appréhension essaie de me ramener à la raison. Qu'est-ce que je viens de faire? Les remords devraient m'assaillir, mais l'excitation reprend sans attendre davantage. Je peux m'asseoir sur mon bureau, et pourtant, peu m'importe. Au contraire, je m'avance dans le couloir, où Pierrick, toujours plié en deux, se cramponne à son nez cassé. Putain, dégage, gémit-il en me voyant approcher d'un air menaçant. Et
que je traverse le hall et franchis cette maudite porte automatique pour la dernière fois. Assis derrière le volant, je ne peux m'empêcher de sourire bêtement. Ce n'est pas la joie d'avoir infligé une raclée aussi humiliante à Pierrick qui m'enchante. Plutôt l'ironie de toute cette situation. La sensation que les événements de ces derniers jours se sont ligués pour me prouver que quoi que je décide, rien ne se passerait comme prévu. Alors, à quoi bon essayer d'anticiper ce qui va arriver? N'importe qui penserait que j'ai merdé sur toute la ligne depuis le début. Mais j'ai, à ce moment, le sentiment que c'est tout le contraire. Certain que quelque chose de grave se trame dans l'ombre, je suis enfin libre de mes mouvements. Sans aucune entrave. Emma et René sont à l'abri, loin des maudites fosses, et je n'ai plus aucune raison de perdre mon temps assis derrière ce foutu bureau, ni de supporter ce méprisable boss. Me voilà libre de faire ce que je souhaite. Essayer d'en savoir plus sur ce qu'il se passe réellement. Sans attendre, je démarre le véhicule et reprends la route. Dans ma tête, les questions se bousculent et je ne sais pas vraiment par où commencer. Par le commencement, probablement. Je passe la seconde, et alors que le pot d'échappement crache un épais nuage de particules grisâtres, je m'élance sur le chemin du retour, vers une maison lugubrement vide. Le paysage, d'abord gris et urbain, défile, puis revête la verte monotonie de la campagne. Je m'en désintéresse totalement, ignorant les quelques fosses qui surgissent dans les jardins de certaines propriétés longeant la route. Je ne pense qu'à une chose, découvrir ce qui est arrivé au bras de l'homme. Après de longues minutes plongées dans mes pensées, je tire enfin le frein à main devant chez moi. Je me dirige aussitôt vers le lieu de la confrontation. C'est bien la première fois que je me rends dans mon jardin dans pareils accoutrements. Mon costume en fera sûrement les frais, mais je n'ai aucune envie d'aller me changer. Aucune. Ainsi vêtu, piétinant une pelouse impeccable que seules des fosses monstrueuses viennent de contrarier, j'ai l'impression de me rendre à un enterrement sans savoir quel y sera mon rôle. Celui de l'élégant fossoyeur, parfaitement gentleman des cérémonies funéraires.
ma certitude. L'inconnu se trouvait bien là lorsque je l'ai touché. Je revois la courbe décrite par son bras arraché et localise parfaitement l'endroit où il est tombé. Et pourtant, il n'y a rien. Pas une goutte de sang, pas un éclat d'os, pas un fragment de tissu. De l'herbe, des cailloux et de la terre. Incapable de trouver une explication à ces absences, je m'efforce, malgré tout, d'inspecter le moindre mètre carré dans un large rayon autour des 3 fosses. À genoux, j'ignore les cris de douleur de mon costume, d'abord souillé, puis bien vite déchiré par mes grotesques allers-retours à 4 pattes. Les minutes s'écoulent et la conviction que je ne retrouverai rien se renforce avant de devenir une certitude totale. Comment cela est-il possible? Ma raison me hurle d'envisager, d'avoir tout imaginé. Je m'y refuse. Il était bien là, devant moi. Comment a-t-il pu partir sans laisser de traces? Je me tourne vers les bois, à moitié plongé dans l'obscurité. Il était blessé. Peut-être pourrais-je retrouver sa piste. Suivant cette idée, je m'avance vers les premiers massifs de chênes, inébranlables dans leur verticalité. À mesure que je m'approche des arbres qui se dressent devant moi, l'ombre du nuage qui avait décidé de camper au-dessus du jardin devant mes recherches a l'air d'emprunter la même direction. Je scrute les branchages autour de moi. Ils sont parfaitement immobiles. Il n'y a pas un souffle de vent. Je me rends compte soudain du silence qui pèse sur la forêt. Habituellement incapable de profiter de la moindre seconde de calme, dérangé par le pépiment d'un rouge-gorge ou par le bruissement des dernières feuilles suspendues aux arbres, elle semble retenir son souffle. J'esquisse quelques pas dans le sous-bois, me faufilant entre les buissons épineux qui se jettent sans répit sur mon pantalon en toile. Seul le son de mes pas vient briser le silence. Je regarde autour de moi à la recherche d'un indice qui indiquerait le passage du fossoyeur blessé et ne vois absolument rien qui sorte de l'ordinaire. Je parcours l'orée du bois de long en large et ne sais bien vite plus si les traces sont celles de l'inconnu ou les miennes. Je m'enfonce plus profondément entre les arbres aux écorces sombres, me demandant si je ne vais pas tomber sur la dépouille de l'homme, quand la forêt me fait brutalement sentir que je ne suis pas le bienvenu, comme si une chape
s'est passé ces derniers jours, je suis incapable d'expliquer ce qui vient de m'arriver. Mais je peux encore ressentir la malveillance qui s'est subitement dégagée de la forêt, comme si elle me collait toujours à la peau. La seule explication rationnelle serait ma propre folie. Pourtant, ne dit-on pas qu'un fou est celui qui n'a pas conscience de la possibilité de sa propre démence? À moins que ce ne soit réservé au goût. Certes, je sais que tout psy, moyennant une addition salée, parviendrait à identifier chez moi une pathologie quelconque créée par un brusque bouleversement émotionnel. Mais tout cela ne serait que des balivernes. Je suis sain d'esprit et peut-être un peu masochiste. Après tout, comment pourrais-je ne rien faire, accepter tous ces événements comme si de rien n'était? Je n'ai pas le choix. Si je veux en savoir plus, il faut que je voie Eric. La police a forcément davantage d'éléments. Restez à le convaincre de les partager avec moi. Je n'ai aucune idée de l'accueil qu'Eric va me réserver lorsque je pousse la porte du commissariat. Le vestibule est étrangement désert. Les chaises s'alignent tristement le long des murs, sans le réconfort d'un postérieur inconnu. Les bureaux, derrière le comptoir, fourmis de feuilles et de fournitures. Et il n'y a, semble-t-il, personne pour venir y mettre de l'ordre. La porte se referme brusquement derrière moi d'un claquement sec. Je m'attendais à ce que le lieu soit envahi par la foule, comme la banque. Mais il n'y a pas un chat. Je m'avance jusqu'au guichet et me penche par-dessus son épais plateau de bois pour essayer de voir ce qui se trame dans le bureau cloisonné. La seule autre pièce visible du commissariat, reliée à l'open space par une vitre au store rabattue. Elle a l'air inoccupée. Ce n'est pas la première fois que je me rends là où travaille Eric. Ayant déjà rejoint pour une fête un peu trop arrosée lors de sa promotion il y a quelques années, et les souvenirs que j'en garde sont bien différents. Un lieu ordonné, du moins en début de soirée, qui dégageait une forte impression de contrôle et d'autorité. Depuis, une tempête semble être passée par là. Les piles de documents s'entassent sur les meubles aux portes et tiroirs ouverts, débordant de toujours plus de papier. Un véritable enfer administratif. J'ai pourtant l'étrange sensation que ce désordre est une nouveauté. Je me saisis de mon téléphone portable et y cherche le nom d'Eric. Quand la porte du bureau s'ouvre, Margot, la réceptionniste, une amie proche d'Eric et Magali, en sort la première, suivie de près par deux de ses collègues. Aucun n'est Eric. Leur chef apparaît brièvement dans l'encadrement, pose une seconde un regard rempli de fatigue sur moi, puis referme la porte.
même signe d'épuisement que celui de son patron. Bonjour Margot. Tu vas bien? Me demande-t-elle. Ça peut aller. Et toi? Je lui réponds, bien conscient de mon apparence désespérée. Pareil, on peut dire ça. C'est la folie en ce moment. Les trous. Oui, t'as dû voir ça à la télé. On est débordés. On n'a jamais vu autant de monde défiler. C'est à peine croyable. Je me demande où ils sont aujourd'hui d'ailleurs, dit-elle en embrassant la salle d'attente du regard. Vous avez des pistes? Elle me fixe, hésitante, puis esquisse un sourire. Je ne suis pas censée en parler, tu le sais bien. Mais bon, j'ai jamais vu un truc pareil. On ne sait plus où donner de la tête. Eric n'est pas là. Je lui demande, en sachant qu'elle ne me dira rien d'autre sur leur enquête. Non, il est parti en patrouille tout à l'heure. Encore une nouvelle excavation à référencer. On essaie de tenir à jour les endroits touchés. C'est dingue comment ils font pour creuser autant. Je ne sais pas. Ça dérange si je l'attends ici? Non, pas du tout. Je peux te proposer un café si tu veux. C'est pas de refus. Si ça ne te dérange pas. Non, j'allais m'en faire un. Ça se voit que j'en ai besoin, non? Je lui souris maladroitement. Merci. Je reviens un instant. Elle s'éloigne vers le fond de l'open space et le bruit de la machine à café vient couvrir les tapotements des claviers sur lesquels ses collègues pianotent à toute vitesse. Je me demande bien ce qu'ils peuvent être en train d'écrire. Imaginons les pires rapports. Quand Margot revient, deux tasses de café fumant dans les mains. Elle dépose la première près de son ordinateur et franchit le comptoir pour m'apporter la mienne. Je me lève et referme mes doigts sur la anse chaude en la remerciant. Voilà qui me fera du bien. Je me rassois, ravie de retrouver la chaleur de la chaise. Quand la porte s'écarte enfin, laissant Eric et son coéquipier entrer, j'ai englouti mon café depuis de longues minutes. Fred, s'étonne-t-il en me voyant, dissimulant difficilement sa gêne. Qu'est-ce que tu fais là? Il faut que je te parle. Je lui dis de but en blanc. Ok, très bien. Viens. Il me conduit jusqu'à son bureau, son espace de travail, tout aussi désordonné que le reste de l'open space, et légèrement à l'écart, séparé de deux de ses collègues par une cloison d'1,50 m. Parmi ses effets personnels, une photo fixée à la paroi m'interpelle. 4 personnes sourient, respirent le bonheur de vivre. Eric, Magali, René, moi. Je me détends un peu. Assis-toi, me dit-il en m'indiquant une chaise. À propos d'hier soir, je commence. Purée, j'en étais sûre. Sérieusement, Fred, je n'ai pas trop envie d'en parler. J'ai eu René au téléphone tout à l'heure. Elle est bouleversée. Mon cœur se serre brièvement. Je
Je baisse la tête honteux. Qu'est-ce qui t'a pris d'amener une arme chez toi? L'envie d'essayer de me rendre, de faire justice me prend soudainement. Comment peut-il ne pas voir que je veux les protéger? Sa pâleur et sa fatigue apparente trahissent pourtant son état. Il devrait comprendre. Mais je sais que tout cela ne mènera nulle part. Écoute, c'est pas la question. Bien sûr que si. Écoute, j'ai rien inventé. Je sais que tu penses que je suis complètement tarée. Mais tu me dois bien ça. Il essaye de m'interrompre en vain. Je pense que ce qui est en train de se passer nous dépasse. Tu crois que je ne le sais pas? T'as pas regardé les infos ce matin? On a eu 7 nouvelles victimes cette nuit. On ne sait plus quoi faire. L'armée a été déployée et patrouille avec nous. Mais on n'a rien. Moi j'ai quelque chose. Comment ça? Et hier soir? Non, s'il te plaît, ne recommence pas. Écoute-moi, putain, je m'emporte de manière un peu trop bruyante. Eric me foudroie du regard. Ça va, Eric? Demande un de ses collègues. Oui, pas de souci. Il se retourne vers moi et chuchote. Honnêtement, Fred, j'étais vraiment gênée de te voir comme ça hier et les jours d'avant. Toute cette histoire nous fatigue tous. C'est pas à toi de t'en occuper. Laisse-nous faire. Je ne sais plus comment le convaincre de me faire confiance, de m'écouter. Laisse-moi finir. Je te dis ce que j'ai à te dire et je pars. Il soupire en acquiesçant, préférant attendre ce qu'il considère d'avance comme des mensonges que de devoir se débarrasser de moi autrement. Hier soir, je te dis qu'il y avait un homme chez moi. Chez nous, je lui ai tiré dessus. Fred, il n'y avait rien, pas de sang, rien. Je sais, et pourtant je lui ai bien tiré dessus. J'ai aucune explication pour ça, mais le type avait un tatouage sur la main, un pic, comme sur les jeux de cartes. Il me fixe sans un mot, l'air déconcerté. Bref, je sais pas ce que vous pouvez faire. Vous devez bien avoir un fichier. Merci. Vous devez bien avoir un fichier, un truc où tu peux chercher. Je sais que c'est pas grand chose. Mais si ce sont des tueurs qui font ça, ils ont sûrement un casier. C'est le genre d'infos que vous devez enregistrer, non? Oui, ça se pourrait, concède-t-il. Fais juste ça. Cherche un homme avec un tatouage de pique sur la main. Soudain, un raclement de gorge nous interrompt. Nous nous retournons. Margot se tient derrière nous, une autre tasse de café à la main. Je suis désolée, dit-elle. Je voulais pas vous espionner, mais vous parlez d'un tatouage en forme de pique. Oui. Pourquoi? Lui demande Eric, étonné et agacé par cette intrusion. Non, c'est probablement rien. C'est juste que mon oncle en avait un comme ça sur la main gauche. Il a mis tout. Je lui demande avec précipitation. Bonsoir. Il a mis tout. Je lui demande avec précipitation, certain de tenir mon homme. Un air triste passe sur le visage de Margot. Elle baisse les yeux,
décédé il y a 2 mois. Je n'aurais jamais envisagé faire une chose pareille un jour, et encore moins m'y résoudre à une telle vitesse. Mais j'ai le choix. Mais ai-je le choix si je veux pouvoir être certain? Je suis convaincue que pour Eric, les révélations de Margot ne sont qu'une coïncidence venant étayer ma folie, et qu'il ne perdra pas son temps à vérifier les indications que je lui ai données. Lorsque j'ai quitté le commissariat, il semblait bien trop soulagé de me voir partir. Depuis, les heures se sont écoulées, et après de longues minutes à arpenter la maison vide, la tête bouillonnante de suppositions, j'ai enfin pris ma décision. À l'extérieur, la nuit a envahi le monde, et un vent glacial secoue violemment les branches décharnées des platanes au-dessus de moi. Quand je me suis garée sur le bas-côté, à quelques centimètres d'un talus, dévalant tout droit au creux d'une vaste prairie gelée. Merci. J'ai immédiatement coupé les phares. Le ciel est dégagé et les rares rayons de lune. Merci. S'essaye à éclairer les alentours. Mes yeux percent difficilement l'obscurité et je discerne à peine la silhouette du grand mur de pierre de l'autre côté de la route. En son centre, un portail en fer forgé qui s'élance puissamment à travers la nuit. Plus loin, les lumières du village brillent entre les arbres. Il est minuit passé et je m'efforce de repousser le moment où je quitterai le véhicule. La peur me paralyse. Qu'est-ce que je m'apprête à faire? Je prends une grande inspiration, vérifie qu'aucun véhicule ne vient et sort finalement de la voiture. J'enfonce aussitôt le cou dans l'épaisse doublure de mon manteau et contourne le véhicule. Le coffre s'ouvre et me dévoile mon attirail. Une pioche et ma fidèle pelle. Je réprime un nouveau frisson et mon saisissant. D'un pas lent, je traverse la route en direction du portail du cimetière. L'heure des visites autorisées est depuis longtemps révolue, mais le portail est ouvert. Personne n'a visiblement pris le temps de venir le verrouiller. Je raye une péripétie de ma liste. Escalader le mur. Pour ne pas faire mentir les films d'horreur, le portail m'accueille dans l'enceinte du petit cimetière avec un grincement strident. Je le referme aussi discrètement que possible, vérifiant par réflexe que personne ne se trouve encore à l'intérieur. Comme pour donner cette fois tort aux histoires horrifiques, il n'y a personne. Du moins, ça en a l'air. Mais les démons aiment se faire attendre. Rien ne me dit que la main d'un mort
surgira pas subitement du sol. Cette idée ne m'amuse guère. Tremblant autant de froid que de peur, je me décide enfin à emprunter l'allée centrale. Un petit chemin de gravier dont la blancheur ressort dans la nuit. Où est-ce que t'es? Je sais qu'il est là quelque part. Après être rentré chez moi, je me suis précipitée sur le bottin. J'ai rapidement trouvé ce que je cherchais. Margot, portant toujours son nom de jeune fille. Je me souviens du frisson qui m'a traversé quand j'ai découvert que son oncle, un certain Hugues, habitait mon village. Il doit y être enterré, à quelques kilomètres seulement de chez moi, ici, dans le cimetière communal, heureusement isolé. Arrivé devant la première tombe, l'obscurité est telle que je suis incapable de déchiffrer l'épitaphe et les noms des gisants. Je me résous alors à sortir ma lampe torche. Son halo spectral surgit devant moi et j'ai bientôt l'impression que tous les yeux, morts et vivants, du cimetière sont braqués sur moi. Monsieur et Madame Bourgault et leurs enfants. Je lis à voix haute pour me rassurer. Je poursuis mon inspection de pierre tombale après pierre tombale, me concentrant d'abord uniquement sur celle à la gauche de l'allée, et arrive à l'extrémité du cimetière sans avoir trouvé aucune trace de mon Hugues. Déterminé, je m'attaque alors à la première tombe de la rangée en face, une sculpture richement fleurie et décorée, mais aussi chérie qu'ait pu être Madame Sophie. Il ne s'agit pas de mon homme. Le faisceau de ma lampe continue à sauter d'une tombe à l'autre, tantôt un simple bloc de béton, tantôt un bel ensemble recouvert de marbre, triste reflet des situations financières des personnes enterrées. Même dans la mort, les gens restent inégaux. Parvenu au bout de la rangée, de retour à l'entrée du cimetière, l'oncle de Margot est toujours introuvable. Je soupire, laissant un épais nuage de vapeur envelopper ma tête avant de se dissiper dans l'air glacial. Alors que le doute grandit en moi, je traîne mes outils jusqu'à la première allée latérale et poursuis mon inspection. Le poids combiné de la pioche et de la pelle commence à tirer douloureusement sur mes articulations, tandis que je termine de fouiller la partie est du cimetière. De plus en plus incertain, craignant que Hugues ait été enterré ailleurs, peut-être dans un village d'enfance quitté depuis des années, je regagne d'un pas hésitant l'aile ouest, pourvu qu'il soit là. Le vent semble avoir subitement gagné en intensité, et les cyprès qui abordent entre les tombes se balancent dangereusement. J'enfonce mon bonnet encore plus profondément sur ma tête. Un coup d'œil à mon poignet m'indique qu'il est bientôt 1h30. Je ne peux pas abandonner maintenant. Gelé jusqu'aux os, je parcours les étroits couloirs entre les tombes, tel un automate programmé pour éclairer devant lui, analyser
stèles ont aussi pâti du temps et leurs belles écritures ont été rendues illisibles par les intempéries et les mousses qui y profitent. Bonsoir. Merci. Panda. Au pied de rares statues, au stuc défraîchi, les quelques fleurs déposées sont dans un état de décomposition avancée. Les morts qui gisent ici ne doivent pas recevoir beaucoup de visites, probablement oubliés de leurs petits, arrière-petits et parfois arrière-petits-enfants. Je suis sur le point d'abandonner mes recherches. Réalisons seulement maintenant que l'oncle de Margot a peut-être choisi la crémation comme moyen de quitter notre monde. Quand une dalle au fond de la petite allée retient mon attention, son marbre blanc a l'air en parfait état et bien plus récent que celui des autres tombes de cette allée du cimetière. Je m'approche d'un pas rapide, ignorant plusieurs sculptures misérables au passage. Lorsque la lumière de la lampe éclaire le nom gravé sur la stèle, le soulagement qui commençait à m'envahir à l'idée de pouvoir en rester là se dissipe. Je l'ai trouvé. Il est là, sous mes pieds, bien au chaud entre ses capitaux. À côté de sa tombe se dresse un imposant enfant, celui même de la famille de Margot. Le prédécesseur duc y a visiblement pris la dernière place. Je me retourne alors vers le marbre et regarde bêtement la pelle et la pioche que j'ai déposées à mes pieds. M'y voilà donc, moi, un conseiller bancaire respecté il y a encore quelques heures, sur le point de profaner une tombe pour essayer de se prouver à lui-même qu'il n'est pas fou. Je ne sais pas vraiment ce que j'espère trouver, et pourtant je me lance. Je cale la lampe torche sur l'enfeu à ma droite, puis saisis la pioche et essaie maladroitement de déceler la lourde dalle qui recouvre la sépulture. Le halo de la lampe éclaire le futur lieu de mon crime. Une luciole perdue au pays des morts. Incapable de trouver une prise pour pouvoir faire levier, je réalise que violer la demeure éternelle d'Hugues est bien plus compliqué que je ne l'aurais cru. Qu'est-ce que j'imaginais après tout? Je m'agenouille et tente de détruire le joint en ciment qui maintient la pierre tombale en place. Il s'effrite peu à peu. Après plusieurs minutes, je coince à nouveau la tête plate de la pioche sous la dalle et tire de toutes mes forces. Elle se soulève légèrement. Les mains fermement ancrées sur le manche, je donne une violente impulsion et elle se décale enfin de quelques
lorsque je soulève la pioche au-dessus de mon épaule pour donner le premier coup, j'aperçois mon ombre projetée sur la stèle devant moi, celle d'un pilleur de tombes sans scrupules. Et c'est sans remords que mes bras entament leur balai infernal. Après des dizaines de coups et autant de pelletées pour dégager la terre, mes muscles crient de douleur et ma veste a rejoint la lampe torche sur l'enfeu. Le vent glacial, toujours aussi brutal, en est presque apaisant pour mes membres brûlants. La fosse commence à prendre forme et je ne dois plus être très loin du cercueil. Le trou gagne en profondeur et creuser devient de plus en plus difficile. Mais le temps presse. Il est déjà 3 heures. J'essuie la sueur sur mon front et m'y remets. Je pousse un soupir de soulagement quand la pioche frappe enfin un objet dur. Je déplaie à grande peine la terre qui recouvre le couvercle, inquiet à l'idée que les parois incurvées de la fosse ne s'effondrent sur moi. Je m'extirpe hors du trou et reprends mon souffle. Merci. Le moment décisif est arrivé. Je me penche au-dessus de la fosse et coince la pioche sous le couvercle du cercueil. Il résiste. Mais lorsque je tire brutalement sur l'outil, il finit par céder. Un horrible nuage pestilentiel m'accompagne alors que je chute lourdement en arrière. L'odeur infecte de la mort envahit aussitôt le cimetière. Un corps repose bien là, à n'en pas douter. Je me redresse, le dos endolori, saisis la lampe et m'avance jusqu'à la fosse. Au fond du cercueil entrouvert, la lumière relève la dépouille d'un homme ravagé par la décomposition. Évidemment, un bref sentiment de déception me traverse. Aurais-je préféré qu'elle soit vide? Pouvoir soutenir cette théorie farfelue selon laquelle Hugues aurait simulé sa mort pour pouvoir s'adonner à ses méfaits. Bien sûr, le cercueil contient un corps, celui d'un pauvre homme dont je viens de troubler le sommeil éternel. Eric avait raison. Le pic tatoué sur la main n'était qu'une coïncidence. Pourtant, je ne peux m'empêcher de m'allonger au bord de la tombe. Son soubassement s'enfonçant douloureusement dans mes côtes et de tendre un bras vers le couvercle du cercueil. À moitié renfermé, celui-ci m'empêche de voir le cadavre dans son intégralité. Et c'est une nouvelle déconvenue sur mes théories les plus folles qui me frappent. Lorsque le corps d'Hugues se dévoile en entier, les 2 bras bien accrochés aux épaules, il faut vraiment être taré pour imaginer qu'un cadavre puisse venir errer sur terre. Je m'apprête à me relever, cédant peu à peu à la panique, réalisant l'horreur de ce que je viens de faire.
m'échappe de la main et atterrit sur le torse du cadavre, où elle s'immobilise. Elle pointe légèrement vers la droite. Mes yeux suivent automatiquement le chemin de son faisceau. Un détail que j'avais omis me frappe alors avec force, avec la force d'un uppercut mortel. La veste du mort est entièrement déchirée à l'épaule. Je pousse un hurlement de terreur et le trou m'avale. Oui. Je m'écrase sur le cadavre et les couvercles du cercueil se referment brièvement sur moi. Je hurle à m'entendre déchirer les cordes vocales lorsque je sens le corps s'affaisser sous mon poids. J'ai l'impression qu'il me retient de ses membres émaciés. L'odeur est insoutenable. J'essaie de me relever. Je crois perdre définitivement la raison quand ma main rate le rebord du cercueil et s'enfonce dans l'abdomen décomposé de la dépouille. Je crie à nouveau. Les seins, les miasmes de la mort pénétraient dans ma bouche. Je réprime une remontée gastrique et parviens à me redresser. J'agrippe désespérément les soubassements de la tombe et me hisse hors de la fosse. Je m'attends à ce que la mort se cramponne à mon pied et me tire dans son repère, mais rien ne me retient. Terrorisé, une sensation moite entre les jambes, je roule sur le côté. Ma tête heurte un rebord de béton. Du sang ruisselle aussitôt de mon visage. À peine conscient d'être blessé, je saisis violemment mon manteau qui emporte avec lui plusieurs décorations de l'enfeu sur lequel il était posé et pars en courant. Les graviers crispent sous mes pas alors que je m'enfuis. Encore une fois incapable d'affronter ce que je viens de découvrir. Après ma chute, le cimetière déjà peu accueillant semble avoir explosé dans une rage folle. Le vent s'engouffre entre les tombes et me pourchasse. Les cyprès penchent et viennent me gifler. La lune est entièrement disparue. Dans un noir presque total, je ne cesse de trébucher. Quand je débouche enfin dans l'allée centrale, une violente bourrasque m'envoie au sol. Je m'étale de tout mon long et des graviers s'enfoncent dans mes pommes. L'instinct prend le dessus et me relève. Je me pousse et je dévale le chemin à toute vitesse, proie d'un implacable prédateur nocturne. La douleur n'est rien comparée à l'horreur qui me crie de déguerpir. J'atteins enfin la grille que j'ouvre brutalement. Je traverse la route sans aucune précaution et la clé de la voiture tente de me glisser des mains. Je la rattrape maladroitement. Mon pouce se pose immédiatement sur le bouton d'ouverture. Les phares clignotent et je me précipite à l'intérieur. Les mains tremblantes, j'enfonce la clé récalcitrante dans le démarreur et m'enfuis droit devant, sans opérer le demi-tour qui m'aurait remis sur la route de la maison. Je fonce, effrayé, le plus loin possible de cette
retrouvant une allure plus contrôlée, rassuré par l'éclairage public du village désert. Sans crier gare, à rire dément, le genre à te faire cruellement douter de ta propre santé mentale s'échappe soudain de ma bouche. Il pousse ma raison dans une prison au geôlier intraitable et emplit l'habitacle de la voiture. J'assiste impuissant à cette explosion de folie, effrayant relâchement de mes nerfs mis à mal par les événements. Ces rires aussi terrifiants que libérateurs m'accompagnent de longues secondes, compriment mes abdominaux sans merci, puis disparaît enfin. J'ai traversé le village et emprunte à présent une petite route secondaire qui me permettra de rentrer chez moi. Mon esprit, qui refuse de rationaliser ce qui vient de se passer, se concentre entièrement sur ma douleur. Je porte une main encore tremblante à ma tempe. Elle se couvre du sang qui coule abondamment de mon cuir chevelu blessé. Serrer le volant n'est guère plus agréable. Les graviers fichés dans ma chair semblent muets par leur propre volonté et remués pour me faire souffrir. Mais l'humidité entre mes jambes me tracasse bien plus. Je me sens répugnant, dingue et immonde. Lorsque j'arrive enfin chez moi, après un assez long détour, je regarde apeuré vers le jardin. Et s'ils étaient là, je patiente. Essaie de savoir si quelqu'un est en train de creuser. Je n'entends rien. Je saisis alors ma chance et bondis hors de la voiture. Je gravis les marches 3 par 3 et déverrouille la porte aussi rapidement que possible. L'intérieur sombre et vide de la maison n'a rien de rassurant. Quand la lumière jaillit des plafonniers qui courent le long du couloir, il redevient familier, quoique toujours aussi désert. Ne pouvant plus supporter l'étreinte étouffante de la carapace de grâce qui me recouvre, je cours à la salle de bain. Je laisse couler l'eau abondamment et me déshabille. Un bref regard à ma blessure à la tête me rassure sur sa gravité. Le sang a déjà commencé à coaguler et la plaie n'a pas l'air trop profonde. Mes mains, bien que douloureuses, n'ont que des lésions superficielles. Grimaçant, je retire les graviers qui se sont glissés sous ma peau à l'aide d'une pince à épiler. Quand mes pommes ont enfin retrouvé leur intégrité, j'entre dans la cabine de douche, envahi par un épais nuage de vapeur. L'eau bouillante qui ruisselle sur ma peau me fait un bien fou. Sa clarté purificatrice emporte avec elle le sang et la terre qui se sont mélangés dans mes cheveux. Tête baissée, je fixe le liquide souillé qui s'échappe par la bande d'évacuation. Peu à peu, mes muscles endoloris et crispés par la peur se détendent, mais seul mon corps profite de ce moment de répit.
ce qui va se passer quand quelqu'un découvrira la tombe éventrée. Heureusement, Eric n'est pas responsable de ce secteur et n'en sera pas le premier averti. Mais Margot l'apprendra forcément et finira par lui en parler. Il fera immédiatement le rapprochement avec moi. Serait-il capable de me dénoncer? Je crains que oui. Je sais que d'autres questions, bien plus terrifiantes, devraient agiter mon esprit. Pourtant, je me retranche derrière ce fameux pragmatisme. J'écarte l'image du costume déchiré du mort de mes pensées. C'en est trop. J'envisage un instant de retourner 2 jours au cimetière. Coucou. Bonsoir. Plasma. Mais au-delà du risque de croiser quelqu'un sur place, c'est la peur de me retrouver face au cadavre qui me pousse à jeter cette idée aux oubliettes. Autant crier ma culpabilité sur tous les toits, ou signer pour un internement immédiat, que de m'y rendre à nouveau. Quand la température de l'eau commence à baisser, je me décide enfin à me savonner. Je ne sais pas combien de temps s'est écoulé, mais mes mains sont fripées et exsangues. Ne pouvant me confier à personne sur les événements de la nuit, j'ai décidé de garder tout cela pour moi et d'attendre. Je dois avoir quelques jours devant moi avant que tout cela ne me retombe dessus. Peut-être assez pour prouver que je ne suis pas fou. Rincé, je sors enfin de sous la douche. La vapeur a recouvert la glace. Je me sèche vigoureusement, puis m'empare d'un tube de pommade désinfectante. Satisfait de ces soins précaires, je me précipite dans la chambre, toujours aussi vide, et enfile les premiers habits qui me tombent sous la main. Il est 4h30 et je devrais crouler de fatigue. Mais dormir est devenu une aberration dans ma réalité. J'en suis tout simplement incapable, comme un enfant au quotidien, peuplé de monstres et de créatures difformes. Dans mon cas, mon imagination n'y est pour rien. Elle est innocente. Pour tenter de me changer les idées, je succombe à ce bon vieux réflexe du XXe siècle et entre dans le salon où je cherche la télécommande. Alors que je m'apprête à allumer le téléviseur, le détestable bruit du métal contre la terre se fait entendre à l'extérieur. Mon corps se tend aussitôt. Je soupire et tente de me calmer, conscient d'en avoir déjà bien trop fait aujourd'hui. J'hésite un instant, puis laisse la lumière de la télévision éclairer la pièce. Sans attendre, je monte le volume à fond pour essayer d'oublier ce qui se trame dehors, même si au fond de moi, je sais que ce n'est que partie remise. Qu'ils creusent pour l'instant. Leur tour viendra bien assez vite. Je vais arrêter la lecture ici. Je reprendrai dimanche prochain la lecture Creuse la mort. Et vendredi et samedi pour la lecture Autre Monde. J'espère que l'histoire vous plaît. Merci beaucoup d'avoir été présent. Merci de m'avoir écouté.
pour ceux qui ont follow. Et merci encore pour les dons. Merci beaucoup. Je vous dis bonne nuit. Et